Le plus dur dans tout ça, c'est que pour les personnes en bas de l'échelle, la situation n'est pas bonne. Vraiment pas bonne. Ceux qui sont en haut de l'échelle, eux, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ils sont bien. Les gens qui se trouvent dans la moitié supérieure s'en sortiront. C'est vraiment difficile pour les gens qui viennent du bas de l'échelle. On a tous déjà vu ces images de la Grande Dépression, avec ces files d'attente pour du pain. Pour les gens qui viennent d'en bas, c'est vraiment très dur. Mais si vous regardez les photos de Londres dans les années 1860, les gens du bas de l'échelle, les petites gens comme on les appelle, et toute cette partie de la classe sociale, c'est dur. Mais le pays continue d'avancer et va de l'avant. Mark Yusko est un investisseur et entrepreneur américain reconnu, surtout connu pour sa position de PDG et cofondateur de la société de gestion d'investissement Morgan Creek Capital Management. Avec une expertise significative dans les domaines de l'investissement et de la finance, Yusko a également gagné en notoriété dans l'univers de la crypto-monnaie ces dernières années. Dans cette vidéo, il nous partage son point de vue sur la situation économique actuelle aux États-Unis et la crainte d'une éventuelle crise de la dette américaine. Selon lui, les rendements des emprunts d'État s'envolent car les traders activistes, connus sous le nom de Vigilant Bonds, tentent de pousser les taux d'intérêt à des niveaux qui forceront le gouvernement américain à s'attaquer à ses déficits et à sa dette galopante. Si rien n'est fait, la situation budgétaire atteindra un point de rupture, qui pourrait conduire les États-Unis à une forme de défaut de paiement. Écoutons maintenant ce que Mark Yusko a à dire à ce sujet. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Je pense que l'inflation a atteint son maximum. Je pense qu'elle va redescendre, mais j'ajouterai une mise en garde. Si cette bataille, et encore une fois, je ne veux pas faire de confusion, je prie et j'espère pour toutes les personnes touchées que ça va aller. Je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est, le fait de devoir se déplacer et de fuir les bombes. Je ne peux pas l'imaginer, je n'ai jamais vécu ça. Donc, je n'essaie pas de minimiser, mais pour l'instant, il s'agit d'une guerre qui est localisée. Donc disons cette guerre, ce n'est pas une bataille, c'est bel et bien une guerre. C'est une guerre à part entière, mais qui se déroule seulement dans une petite zone. Maintenant, si cette guerre venait à s'étendre sur toute la région, les prix du pétrole augmenteraient fortement, même très très fortement. Et donc si ça arrive, que l'inflation augmente à court terme et que la croissance économique s'effondre, eh bien dans ce cas de figure, je pense que Janet perdrait le contrôle et se retrouverait coincée à essayer de sortir de ce pétrin. Et puis, les gens diraient que c'est du bullshit et que l'inflation à long terme monterait à 6% en un clin d'œil. Vous savez, il y a un type qui, juste après l'enregistrement de l'émission, a dit « Je suis à fond dans les obligations à long terme, j'ai tout mis dessus, 8404 sur le TLT. » C'est courageux. Et au final, il a eu raison. Il a gagné 3,5%. C'était une bonne opération. La plupart des gens croient, et je pense que c'est la raison pour laquelle les guerres sont déclenchées, que la guerre est bonne pour l'économie. Elle est bonne pour les actions. Elle est bonne pour la croissance du PIB. Eh bien, c'est certainement bon pour les entreprises de défense. Elle est certainement bonne pour les entreprises auxiliaires qui soutiennent l'effort de guerre. Et historiquement, ça a été bon pour la croissance du PIB. Ça a été bon pour le marché boursier aussi. Mais dans le cas présent, je crains qu'un conflit élargi au Moyen-Orient n'ait un effet extrêmement néfaste sur le pétrole, à une époque où le pétrole est encore très important et où nous ne disposons pas de la réserve stratégique de pétrole et plein d'autres challenges. Je pense tout simplement que ça prendrait les gens à contre-pied. Et je pense que nous finirions par voir la même chose qu'en 2022. Je verrais facilement une baisse de 20% des actions. Vous perdriez au moins la même chose sur vos obligations à long terme. En fait, vous perdriez même probablement plus de 30%. Ce serait affreux. Et l'autre problème, c'est que la liquidité s'épuise, n'est-ce pas ? Parce qu'ils se sont engagés à réduire le bilan. Eh bien, je pense qu'ils devraient jeter cet engagement par la fenêtre. C'est ce que je pense. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'acheteur. Et donc l'acheteur en dernier ressort, c'est la banque centrale. Et c'est ce que Paul Tudor Jones a dit. Ce serait bon pour l'or et bon pour le Bitcoin. Et j'aime le Bitcoin. Oui, j'aime le Bitcoin même si cela n'a pas d'importance. Personne ne lui emprunte des fonds fédéraux. Le prêt automobile moyen par exemple, c'est une statistique folle. Elle est de l'ordre de 17%. Et on se dit non, il y a tous ces prêts à taux zéro. Oui, les riches ont taux zéro, mais la personne moyenne ne bénéficie pas de taux zéro. Je veux dire, ils paient facilement le double. J'ai entendu dire que les prêts automobiles pouvaient aller jusqu'à 29%. Nous avons une dévaluation de la monnaie. Voilà ce qui se passe. Nous avons créé beaucoup trop de monnaie. Et aujourd'hui, la Fed essaie d'y remédier. En fait, j'accorde du crédit à Jérôme Powell, qui est peut-être la seule personne à ne pas faire partie des mauvais acteurs. Je pense qu'il mérite d'être félicité. Il est littéralement indépendant. Je pense qu'il a de bonnes intentions. Je pense qu'il ne fait pas partie de BlackRock, Goldman, le secrétaire du Trésor. Je
pense que, et vous l'avez vu, il essaie de sortir du bilan. Il a réussi à avoir le M2 négatif pour la première fois en une centaine d'années, parce qu'il a réalisé que Kelton avait tort. On ne peut pas créer de l'argent sans limite et sans impact. Cela n'a jamais été une bonne idée. C'était Krugmanesque. Ce n'était pas intelligent. Et je les applaudis. Mais cela a entraîné une dévaluation de la monnaie et une augmentation du prix de tout ce dont les gens ont besoin. Le logement, l'hébergement, la nourriture, les transports, tout ça a beaucoup augmenté. Et non pas parce que ces choses se sont améliorées, mais parce que l'argent s'est détérioré. Et pour en revenir à votre point de vue, quelle est la seule réponse quand les choses deviennent vraiment moches ? C'est imprimer plus d'argent, n'est-ce pas ? C'est la seule façon de s'en sortir. Et je veux dire, c'est juste la loi des grands nombres, n'est-ce pas ? Nous avons créé une dette nationale d'1 demi-trillion de dollars au cours des 3 derniers mois. 1 demi-trillion, vous vous rendez compte ? Et si je me trompe pas, il a fallu genre 100 ans pour arriver au premier demi-trillion. Et puis, nous avons ajouté 1 demi-trillion de plus en seulement 3 mois. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage financier, les bons du trésor et les obligations sont 2 types de titres de créance que les entités émettent pour lever des capitaux. Les bons du trésor sont émis par le gouvernement, plus précisément par le département du Trésor des États-Unis. Ils sont considérés comme l'un des investissements les plus sûrs, car ils sont garantis par la confiance et le crédit du gouvernement américain. Les plus courants sont les bons du trésor à court terme, les bons du trésor à moyen terme et les obligations du trésor à long terme. Les obligations, elles, désignent un titre de créance par lequel l'émetteur emprunte de l'argent au déteneur de l'obligation et promet de rembourser le montant principal à une dette d'échéance spécifiée, ainsi que des paiements d'intérêts périodiques. Elles peuvent être émises par diverses entités, comme des gouvernements, des municipalités et des sociétés. La sécurité et le taux d'intérêt des obligations peuvent varier considérablement en fonction de la solvabilité de l'émetteur. Les obligations et le bon du trésor sont utilisés d'une part par les émetteurs pour financer des projets ou des opérations et d'autre part par les investisseurs pour percevoir des intérêts et éventuellement réaliser une plus-value avec l'appréciation du prix. À long terme, il n'y aura pas assez d'acheteurs. Et il y a un problème très intéressant. Nous nous sommes mis à dos nos anciens principaux acheteurs de bons du trésor. Que ce soit les Russes, les Chinois, les Japonais, et même les Allemands et les Français. Nous avons pratiquement énervé tout le monde, même les Saoudiens. Donc qui va les remplacer ? Je vais vous dire quelque chose de complètement fou. S'il n'y avait pas Tether et Circle qui possèdent 90, et oui j'ai bien dit 90 milliards de dollars de bons du trésor, les taux seraient en train de souffrir énormément en ce moment. Et je pense que le point que vous avez dit, qu'Andy et les autres ont soulevé, c'est que la combinaison de la courte durée et de la longue durée est vraiment importante. Parce que si vous avez trop de courte durée, vous êtes obligé de refinancer plus souvent, évidemment. Et si vous devez refinancer dans un contexte de hausse des taux, vous vous retrouvez un peu dans une spirale de la mort. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons eu des taux d'intérêt nuls sur le court terme et des taux de 2-3% sur le long terme pendant presque 10 ans. Si vous aviez été vraiment prudent, n'auriez-vous pas atteint cette limite et n'auriez-vous pas poussé tous les emprunts vers le long terme en émettant des obligations à 30, 40, 50, voire 100 ans ? Pourquoi n'avons-nous pas émis des obligations à 100 ans ? Eh bien non, nous avons continué à émettre des bons du trésor et je pense que nous avons atteint le niveau le plus élevé. Le plus haut niveau de bons du trésor par rapport aux obligations de toute l'histoire. Selon Mark Yusko, le climat géopolitique aura des répercussions sur les décisions et la situation économique des États. Le Bitcoin, grâce à ses qualités, semble favorable dans le contexte économique actuel marqué par l'incertitude, la dévaluation monétaire et les politiques financières discutables. Et vous, comment pensez-vous que la situation évoluera dans les prochains mois et quel impact cela aurait-il sur le Bitcoin ? N'hésitez pas à nous partager votre point de vue en commentaire. Si vous souhaitez rester informé des dernières analyses et interviews autour de Bitcoin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à continuer à vous fournir du contenu de qualité. À bientôt pour une nouvelle vidéo.